Si vous n'entendez pas, faites-le nous savoir. Voilà, je vois qu'il y avait je lis les messages de ce matin et je vois qu'il y avait des gens de Toulouse, de Norvège, de Montréal. Je suis désolée, je ne l'avais pas vu ce matin. De Suède, bien entendu. Euh, voilà, je tiens à le souligner. Donc, on est vraiment dans l'international. Alors, bienvenue. Cet après-midi, nous allons continuer en parlant de la formation des enseignants, donc des enseignants en formation dans les différents instituts, en commençant par l'Université Paul Valéry Montpellier 3, avec Nathalie Auger, les professeurs Nathalie Auger et Jérémy Sauvage. Et bien sûr, il faut mentionner Laurine Dalle, que nous avons entendue ce matin. Et puis ensuite, nous continuerons avec Antoinette, Alexandre et moi-même sur le travail qui a été fait ici à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Et nous avons la chance d'avoir ce panel modéré par Yenny Alizari, qui a eu la gentillesse d'accepter et de venir de Finlande pour cela, et qui posera ses questions en anglais. Mais comme nous sommes tous éminemment plurilingues, il n'y aura pas de problème. Merci. Nathalie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, cet après-midi, on voulait vous parler des professeurs qui sont donc en formation, hein, en particulier les professeurs de mathématiques en France. Alors, il faut savoir que ce qui est un petit peu spécial en France, c'est que les professeurs passent un concours, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes à pourvoir. Ensuite, un concours qui est disciplinaire. Alors ça, c'est important. Ça rejoint des éléments qu'on a donnés ce matin, c'est-à-dire les enseignants en France sont évalués, et en tout cas en concours les uns par rapport aux autres, par rapport à des connaissances disciplinaires. Donc, ce sont de très bons techniciens et didacticiens des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de la physique-chimie, de la technologie. Mais sur la question des langues, ils n'ont pas forcément de formation sur le fait qu'ils enseignent une discipline au travers d'une langue, ce qui nous paraît, nous, voilà, dans le domaine de l'éducation aux langues, pardon, quelque chose qui est tout à fait banal, mais en réalité, ce n'est pas du tout la formation initiale, en tout cas que les enseignants ont, et c'est plutôt des questions qu'on leur pose pendant le concours. Voilà, on leur pose des questions techniques sur leur contenu disciplinaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, les enseignants, Emmanuel les connaît parce qu'elle a eu la chance avant la pandémie de les rencontrer. Alors, j'ai la possibilité de faire une journée de formation chaque année. Vous voyez, c'est quand même assez peu en tant que didacticienne des langues et des cultures, en particulier du français, aux professeurs des mathématiques parce que je travaille depuis plusieurs années avec une équipe de didacticiens des maths de la faculté d'éducation en mathématiques. Mais on se rend compte que selon les universités, s'il n'y a pas de projet de recherche en fait conjoint entre les langues et puis la didactique des sciences, ce type de formation ne se fait pas, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, spécifique et particulier aux connaissances entre collègues. Donc, vous voyez comment se fait aussi les formations. Ça, c'est vraiment c'est anecdotique en réalité. Hein. On avait publié il y a quelques années aussi une série d'études avec mes collègues Brahim Azaoui et Geneviève Zoya sur l'interculturel, par exemple, en faculté d'éducation pour les professeurs en formation initiale. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants, effectivement, eh bien, n'ont pas de formation en interculturel, tout simplement parce qu'il n'y a pas de projet de recherche entre collègues sur ces questions. Donc, vous voyez, c'est ce qui est quand même voilà, un petit peu inquiétant, c'est que si ce n'est pas dans le curriculum et si ce n'est pas la volonté des collègues, eh bien, ça ne se fait pas. Donc voilà, c'est des choses quand même à avoir en tête, même si, on l'a dit tout à l'heure, en aparté, ce midi, la France, comme la plupart des pays européens, ont signé la recommandation du Conseil de l'Europe de fournir une éducation plurilingue et interculturelle à ses élèves dans les systèmes éducatifs, ce qui est quand même quelque chose de très fort. Donc, vous voyez, il y a une signature au niveau international et national des ministères, mais après, il n'y a pas de mise réelle en congruence avec des programmes de formation, notamment initiales. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est que donc 3 années de suite, on a proposé aux enseignants de travailler sur les questions de plurilinguisme et de mathématiques.
Et on les a sensibilisés l'année d'après où tu es venu, en fait, hein, à Binogi. Donc, il y avait un programme de formation que je vais vous présenter le matin. Et l'après-midi, on leur proposait la ressource Binogi pour avoir un petit peu leur représentation sur les intérêts, les limites et les leviers concernant Binogi avec un questionnaire qu'on a élaboré donc, et qu'on a présenté en fin de journée. Donc, ces enseignants de mathématiques, on les appelle primo-entrants. Ils ont effectivement des représentations des fois assez éloignées de ce que peut être l'enseignement des mathématiques à des élèves francophones et encore plus allophones. Hein. Parfois, pour eux, c'est quelque chose de très diffus, de très nébuleux. Hein. J'entends parfois, je le disais encore ce midi, pourquoi voilà, s'intéresser aux pratiques langagières des mathématiques, puisque les mathématiques, c'est un langage universel. Tout le monde le comprend. Comme s'il n'y avait pas une culture éducative des mathématiques, déjà, selon les contextes, comme s'il n'y avait pas aussi des cultures éducatives sur, par exemple, la façon de poser les opérations, la façon de résoudre un certain nombre de problèmes, les notions qui ne sont pas abordées dans le même ordre, forcément, dans les programmes, etc. etc. Tout ça n'est pas pensé. Et donc, ce que je fais, en tout cas dans la première matinée avec les étudiants, c'est de faire un point légal sur qu'est-ce que ça veut dire utiliser les langues, en particulier pour les élèves migrants, parce que ce que je vous ai expliqué ce matin, c'est que c'est le cadre légal de les accueillir directement en classe de mathématiques. Et puis ensuite, je les mets dans l'ambiance en leur proposant un cours de maths dans une autre langue. Alors là, évidemment, il y a un processus de décentration généralement qui s'opère, où ils me disent, ben, le professeur parle trop. Je préfère quand le professeur écrit l'équation, me laisse le temps de répondre, mais quand il accompagne d'une sorte de continuum verbal où il est très difficile de découper dans ce continuum du sens, finalement, c'est presque plus embarrassant que de directement voir ce que le professeur écrit ou voilà, de traduire. Donc, c'est ce qu'on fait avec les élèves. C'est des grands élèves, hein, c'est des étudiants, mais ils ont à peu près, voilà, en général, entre 21 et 25, 30 ans pour les plus âgés, on va dire. Et puis, je leur propose un modèle que j'ai mis en œuvre il y a quelques années maintenant, hein, en 2020, qui s'appelle le diamant langagier, pour leur faire bien comprendre que, en fait, ce que je leur explique pour les élèves allophones, ça va leur servir pour tous les élèves. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez vu depuis le début de la matinée, ce qu'on vous a dit, c'est que voilà, des outils comme Binogi ou d'autres outils plurilingues, ce qui est important, c'est que ça bénéficie à tous les élèves. Donc, je leur présente le diamant langagier. En fait, hein, vous avez une représentation là en 3D où j'explique qu'en réalité, chacun a en nous un certain nombre de ressources langagières, hein, donc des langues, mais aussi des normes selon les langues, et que chaque facette illustre des processus qu'il est important d'aborder avec les élèves francophones ou des élèves allophones. Donc, la première facette, c'est vraiment d'identifier et valoriser le répertoire. Donc là, par exemple, Gaëlle Fassade a beaucoup travaillé sur comment on identifie les répertoires avec les biographies langagières, d'après les travaux de Bush. Donc ça, c'est important. Alors moi, la première question que je pose aux professeurs de mathématiques, vous avez des élèves en stage qui sont allophones. Quelle langue parlent ces élèves? Réponse, bon, on ne sait pas. D'accord. Alors, en plus, vous êtes hors du cadre légal, puisqu'on a rappelé dans notre ouvrage que, effectivement, normalement, c'est un droit de pouvoir avoir accès à d'autres langues dans le cadre de son apprentissage. Donc, on fait fi de tout ça et les enseignants ne savent pas les langues que parlent les élèves à la maison et ne savent pas non plus effectivement quelles sont les compétences qu'ils ont dans ces langues. Donc, ça, c'est gênant. Une autre facette, c'est après d'utiliser ces langues et ces normes comme des ressources. Alors là, le travail de Marie-Paul sur les Kamishibai, le travail voilà, des uns ou des autres sur justement passer d'une langue à l'autre avec les textes identitaires, de Jim Cummins par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Alors avec, je dirais, deux grandes familles, hein, je leur explique bien les deux grandes familles. Alors ce qu'on a fait beaucoup en Europe, j'ai envie de dire, tout ce qui est conceptualisation méta, de comparer les langues, de réfléchir aux langues, voilà. Et puis tout ce qui est, je dirais, un peu plus nord-américain, c'est-à-dire de passer d'une langue à l'autre dès qu'on en a besoin, en étant un peu plus, j'ai envie de dire, opportuniste selon les besoins. Mais pour moi, ce n'est pas du tout antinomique, c'est deux conceptions qui, pour moi, s'articulent. Donc, je leur explique que, voilà, si l'élève ne comprend pas le théorème de Pythagore, il peut très bien aller voir dans Binogi s'il est dans les langues des apprenants. Si ce n'est pas dans Binogi, il peut aller aussi sur voilà, des ressources en ligne, voir des vidéos. Donc, vous voyez, utiliser, ça, c'est une autre facette. Après, c'est d'utiliser tout un tas de matériaux pédagogiques plurilingues, demander aux élèves d'amener des manuels dans d'autres langues, utiliser des ressources comme Binogi, fabriquer du matériel, c'est ce qui s'est passé aussi avec les posters, hein, multilingues.
pour afficher dans les classes le cycle de l'eau dans différentes langues. Donc, voilà. Une autre facette aussi, c'est ce que j'appelle mettre en place du tutorat mutuel. Ce n'est pas toujours un élève allophone qui se fait aider par un autre élève, hein, qui saurait parler un peu plus français, on va dire, dans le contexte francophone, et qui serait plus avancé en mathématiques. L'élève allophone, peut-être qu'il a d'autres compétences à d'autres moments. Nous, on a vu des élèves syriens qui étaient beaucoup plus avancés en mathématiques, toi aussi tu l'as remarqué, que les élèves francophones. Donc, en fait, à un moment donné, ils ont tutoré aussi des élèves francophones. Donc, c'était le diamant langagier, c'est ça aussi, c'est que tout le monde peut briller, en fait. À un moment donné, c'est un peu la métaphore, alors c'est une métaphore au grand public, hein, c'est pour que les enseignants s'en emparent. Hein. Voilà. Ils comprennent un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais évidemment, c'est tout à fait métaphorique. Donc, pour pas qu'il y ait une relation asymétrique entre ceux qui sont aidés, par exemple par Binogi, hein, mais aussi que n'importe qui puisse aider l'autre. Et donc ça, c'est important, le tutorat mutuel, ça fait partie de ce que tu dirais, Diane, sur la justice sociale ou une éthique. Voilà. Utiliser les environnements multilingues et multiformes comme ressources. Donc nous, on a fait beaucoup de projets aussi où on fait sortir les élèves hors de la classe. Et donc là, on ne l'a pas fait, mais on pourrait faire Binogi hors les murs et puis aller visiter une usine de recyclage, voyez, et puis le faire en plurilingue. Nous, on l'a fait à l'échelle d'un musée sur d'autres projets où on a proposé des visites multilingues, on a écrit des cartels dans différentes langues. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on arrive à de la langue académique. C'est ça qui est recherché ici. Évidemment aussi, inclure les parents à tout moment. Alors là, on l'a vu dans Binogi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient discuter avec les parents, évidemment, à la maison, mais aussi que les parents pouvaient discuter avec les enseignants de ce qu'ils avaient vu ou de ce qu'ils avaient compris de Binogi. Et la dernière facette, enfin, ce n'est pas la dernière, mais pour moi, c'est le socle, hein, c'est ce qui est là en vert, c'est que ce qui est important, c'est de sensibiliser toutes les personnes du système éducatif, pas uniquement les profs de langue, évidemment, les profs de sciences, mais aussi les chefs d'établissement, c'est ce que tu fais avec le Colami des langues, les décideurs. Alors nous, on a un système très hiérarchique avec les rectorats, les inspecteurs, etc. Et que tout le monde soit au courant de ces types de pédagogie. Donc en fait, le matin, vous voyez, je leur propose ça avant directement de les embarquer sur Binogi, parce que pour moi, c'est important de leur donner aussi des modèles qui soient accessibles avec des éléments théoriques qui se branchent en fait sur différentes recherches pour que immédiatement, parce que le problème d'un outil, c'est que l'outil, c'est toujours pareil, ça dépend comment il est utilisé. Il peut être utilisé de façon féconde, ou alors, ce qu'on disait, hein, Carole, sur les approches fécondes, ou alors, au contraire, ça peut être utilisé à double tranchant, c'est-à-dire que ça va valoriser certains élèves qui verront leur langue, par exemple, dans Binogi, et les autres qui ne verront pas, ça va être problématique, vous voyez. Donc, si on ne comprend pas quelles sont les théories pédagogiques, langagières qui sont derrière, et ben, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce petit modèle pour leur expliquer ça. Et puis, je leur explique aussi, à partir de la fiche que vous aviez créée, Emmanuel, sur le site de Binogi, hein, que quand on travaille sur une notion, qu'on soit en classe ordinaire ou qu'on soit avec des élèves allophones dans une classe fermée, eh bien, à partir de là, on peut imaginer des plans de séance. C'est ce qu'on a vu aussi ce matin avec les collègues, hein, avec vous. Et puis, ce qu'on a rajouté, je vais vous montrer un petit peu la photo après, c'est qu'on leur a mis des profils d'élèves plurilingues à prendre en compte. Voilà. On leur a proposé des élèves qui ont tel type de profil, tel type, tel type. C'est un peu ce que tu as montré aussi quand tu as comparé les données, parce qu'il peut y avoir des profils différents et c'était intéressant qu'ils se posent ce genre de questions vu qu'ils sont en stage et qu'ils n'ont peut-être pas encore identifié quel type de plurilinguisme pouvaient pratiquer leurs élèves. Et à partir de là, on leur a proposé de concevoir un plan de séance avec Binogi. Vous voyez, ce n'est pas Binogi tout seul. C'est vraiment Binogi dans un environnement pédagogique et didactisé. Parce que ce que je vois aussi trop souvent, malheureusement, c'est que, oh ben oui, on va demander aux élèves de parler de telles notions mathématiques dans leur langue. On va filmer et puis on va mettre ça sur le blog de la classe. Mais en fait, ça sert à quoi? À quel moment on va faire ça? Quel est le but? Vous voyez, oui, c'est bien le plurilinguisme, mais si ce n'est pas accroché à des objectifs à la fois langagiers et de contenu disciplinaire, pour moi, en fait, c'est contre-productif. Et ça va à l'inverse de tout ce qu'on essaie de promouvoir, à la fois comme théorie. Alors, maintenant, les gens disent, tu fais de la didactique pour une critique. Je dis, désolée, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. En France, c'est… Voilà. Parce que déjà, on a tellement du mal à promouvoir ces approches qu'en plus, si on est critique avec nos propres approches. Mais en fait, quand on voit certaines dérives, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on voit dans certaines études, on lui a demandé d'écrire son rapport scientifique en Swahili, il n'a pas été capable de le faire. Finalement, il n'est pas assez compétent dans sa langue 1 et il est dans une situation de semi-linguisme. Je vois ça dans certains travaux.
Donc là, vous voyez, on restigmatise l'élève au lieu, au contraire, d'utiliser son diamant langagier comme quelque chose de positif pour aller plus loin dans les contenus disciplinaires et les langues. Donc voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Alors nous, vous savez, en Europe, on a les niveaux repères du cadre européen commun de référence pour savoir où est-ce qu'ils en sont à l'oral, à l'écrit. Donc on regarde par rapport à ça. On sensibilise les profs de maths à ces questions parce qu'ils ne connaissent pas ces niveaux, ils ne savent pas ce que c'est l'oral, l'écrit, etc. Et qu'ils ont du mal des fois à se dire, ah ben oui, on n'a pas le même niveau de compétence en compréhension qu'en production parfois. Si un élève ne produit pas, c'est qu'il ne comprend pas. Vous voyez, bon, on a beaucoup de choses comme ça avec les professeurs de mathématiques à réexpliquer quand même. Donc tout ça en une journée, hein, vous voyez, donc c'est très dense. Et puis après, cette activité, il y a un retour d'expérience, en particulier sur Binogi. Donc vous voyez, ça c'est la fiche d'activité qu'on a élaborée à partir de la vôtre, mais en adaptant au contexte francophone. Donc en leur demandant déjà d'explorer les vidéos Binogi, et puis ensuite de choisir leur classe, donc en 5e par exemple. Donc vous, ça ferait quoi? Ça ferait 7e année, hein, voilà. De choisir le sujet, donc par exemple les nombres irrationnels, là ils ont choisi, et puis jusqu'à 3 points du programme scolaire qu'ils voudraient aborder dans son plan de séance. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que on leur demande s'ils veulent être en classe ordinaire ou bien s'ils veulent travailler avec la classe avec les élèves allophones, parce qu'ils risquent d'avoir les deux. Et ensuite, on leur donne des profils d'élèves en leur disant, voilà, vous avez Mazen qui vient de déménager du Canada, justement, et puis qui parle anglais, vous voyez, niveau B1, donc ça c'est intéressant, mais qui avant ça était scolarisé au Yémen, a étudié l'arabe et qui arrive avec un niveau A2 en français. Vous avez aussi Falk, voilà, qui a déménagé d'Allemagne l'année dernière, qui a un niveau A1 en français et il a pris l'espagnol comme LV et il est de niveau A2. Et vous avez aussi Yasmine, qui est depuis 2 ans en France et qui est de niveau A2 en français et qui a des difficultés apparemment en sciences. Donc on leur dit, voilà, vous avez ces 3 élèves-là, qu'est-ce que vous faites avec Binogi, hein? Et puis on leur propose soit de travailler sur une classe inversée, ce que vous avez proposé ce matin, soit plutôt de faire un apprentissage basé sur l'enquête, donc rechercher des informations liées à la notion, sur un problème plutôt concret, ou bien de travailler sur un dialogue entre pairs pour l'apprentissage des élèves à partir d'un concept. Et donc, après ça, ils vont donc proposer un plan de séance. Et Jérémy va exprimer les résultats par rapport à ce qu'ils ont pu justement vivre dans ces journées de formation. Et ensuite, sur Binogi, donc, on avait proposé voilà, un bref questionnaire à remplir en ligne en leur demandant comment ils avaient trouvé l'expérience, qu'est-ce qu'ils en avaient retiré, comment ils pourraient utiliser Binogi et puis les avantages pour les apprenants, que les apprenants soient uniquement francophones et puis les autres apprenants qui sont éventuellement allophones. Et puis pour eux, en tant qu'enseignants, et éventuellement aussi les limites et puis voir si ça pourrait correspondre au programme scolaire de leur établissement. Donc voilà, c'était un petit peu pour comment vous dire, synthétiser les informations de la journée et évidemment les inciter à aller voir Binogi. Mais au-delà de Binogi, Binogi pour nous est un prétexte, hein. C'est un bon prétexte pour diffuser des idées sur la question de langue, langage, altérité, plurilinguisme, interculturalité, toutes ces notions qui sont fondamentales pour nous. Et maintenant, Jérémy va exprimer les résultats. Merci Nathalie. Je ne sais pas si je peux récupérer d'autres. Alors, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ces enseignants, ce sont des jeunes enseignants en formation initiale. Donc, on peut poser quand même une hypothèse selon laquelle ils ont un rapport aux langues et aux représentations linguistiques différent de certains collègues qui sont en poste depuis je dirais, 10, 20, 30, 40 ans. C'est exactement le même diaporama. Non. Et en fait, et le rapport au numérique, parce que c'est ça aussi qui joue un rôle important, c'est qu'on a quand même toujours nous-mêmes des collègues, même à l'université, en fait, qui ont du mal, faut le dire,
avec les outils numériques, le rapport au numérique, parce que c'est dans cette relation entre l'enseignant, les connaissances, les savoirs, les élèves, même dans la communication. Par exemple, dans le secondaire, avec les enseignants avec lesquels on peut travailler là, et avec nos propres enfants, où il y a une plateforme, un environnement numérique pédagogique qui est utilisé. Et en fait, on s'amuse tous les ans à compter le nombre d'enseignants qu'on peut contacter par cette plateforme. C'est à peu près la moitié. C'est un enseignant sur deux seulement. En fait, c'est drôle d'essayer de savoir mais pourquoi il y a des enseignants qui n'acceptent pas ce mode de communication qui est pourtant centralisé, pratique et qui... Ah ben moi, c'est les deux versions que j'avais. Donc, ou alors reprends l'ancien. Oui. Donc en fait, là, on va revenir sur les résultats de cette petite enquête qu'on a faite auprès des enseignants de mathématiques. Et justement, ça va faire émerger un peu leur représentation, leur pratique, leurs craintes, l'intérêt, qu'est-ce qu'ils pensent de Binogi sur ces questions-là. Ça va être vraiment long. Super. Comme quoi, le numérique, c'est pas facile. Un jour, on vous fera une intervention sur les limites et les intérêts de la commodalité dans la présentation des travaux de recherche sur le numérique et la commodalité. Alors, voilà, donc en termes de... Donc Nathalie vous expliquait le contexte, hein, donc ils sont tous inscrits en master MEF, hein, donc c'est le master qui conduit à la diplomation pour ces enseignants. Donc en 2021, on a eu 21 réponses et en 2023, 48 réponses. Ça, c'est normal aussi, ça dépend, les promotions sont variables. Et puis, il faut arriver aussi à avoir certaines motivations. Et le contexte de 2023 est plus motivant que le contexte de 2021, étant donné que la pandémie chez nous est passée. Première question, enfin une première question. Une question intéressante, c'est comment évaluez-vous vos compétences numériques pour l'enseignement en ligne? Parce que ce soit en France ou au Canada, la formation des enseignants, même si on a le PICS maintenant qui existe pour nos élèves, pour les enseignants, il y a bien une formation qui existe qu'on appelle le C2I, mais c'est une formation, disons, qui n'est absolument pas ni valorisée à outrance, ni très importante pour devenir professeur. Donc en fait, c'est plutôt du domaine de l'expérience professionnelle que les choses vont se faire là-dedans. Et on a de jeunes étudiants en formation, futurs enseignants, qui ne savent pas utiliser Word, qui ne savent pas utiliser... alors, quand je dis qu'ils ne savent pas utiliser, ils savent taper, hein, mais pour tout ce qui est mise en page et élaborer un texte un peu, voilà, se faciliter la vie, ils ont du mal. 5 réponses disent excellent, donc c'est les réponses que vous avez en bleu. Et en orange, on a 23 bonnes. Donc ça fait 28 sur 48, 28 enseignants qui disent qu'ils sont plutôt bons au niveau du numérique. 28 sur 48, ça fait une grosse moitié, quoi. Bon, c'est pas, ça fait 60%. Pas non plus, on pourrait s'attendre avec des étudiants âgés d'entre 21 et 25 ans pour la majorité, à quelque chose d'un peu plus étoffé. Et puis, il y en a quand même, alors limité, il y en a quand même une, puis moyen, c'est 19. Alors, les Français sont peut-être un peu faux modestes aussi, donc peut-être que les moyens disent qu'ils le sont parce qu'ils sont meilleurs qu'ils le pensent. Ah oui, il faut que je fasse ici. Question, comment avez-vous trouvé votre expérience sur la plateforme Binogi? Que retirez-vous de cette expérience? C'est toujours intéressant d'avoir cette rétrospective. Concernant l'interface, alors voilà les remarques que l'on a pointées. La plateforme en cours de développement dans l'attente et davantage de ressources disponibles. Donc ça, c'est toujours quelque chose. Nous, on a toujours dit que Binogi, évidemment, il n'y avait pas toutes les langues, évidemment qu'il n'y avait pas toutes les thématiques qui étaient proposées au niveau des vidéos, mais c'est quelque chose qui est en cours et qui a pour vocation de continuer de progresser. La plateforme est agréable, facilité d'utilisation pour les élèves, au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'accessibilité. Là, on a un point très positif. Les supports sont variés. Certains QCM sont mal traduits ou notions approximatives. Là, c'est intéressant parce que là, on tombe dans justement la relation entre les langues
Et effectivement, parfois, en mathématiques, par exemple, Nathalie travaille beaucoup avec nos collègues de didactique des mathématiques. Et puis, sur cette question de, par exemple, poser une opération, une multiplication, ça a l'air de rien, mais alors on ne fait pas du tout pareil en termes d'utilisation langagière en anglais, en français, tout simplement, sans aller chercher. Concernant les ressources proposées et leur utilité et les publics, alors l'outil est très intéressant pour les allophones et les non-allophones. Ça, c'est pointé, c'est-à-dire que c'est reconnu par ces enseignants que ce n'est pas simplement un outil intéressant quand on ne parle pas la langue de la classe, la langue de scolarisation, mais c'est intéressant pour tout le monde, pour tous les élèves. Intérêt des vidéos pour susciter des débats, discussions en classe. Typiquement, en français langue étrangère, on appelle ça un document déclencheur pour lancer une séquence pédagogique. Nouvelle perspective pour l'enseignement, intégrer tous les élèves, valoriser les cultures, les différenciations. Il est évident qu'il y a une volonté d'inclusion dans la démarche, puisque l'idée, c'est plutôt de rassembler ce qui existe plutôt que de segmenter et d'opposer en fait, tous ces éléments. Grande variété de langues, il faut quand même le noter. Intérêt des quiz pour l'évaluation. Après, trop peu de vidéos en mathématiques. Bon, c'est des profs de maths qui parlent, donc forcément, il ne faut pas s'attendre. C'est un peu logique. Alors, voici quelques exemples d'intérêts, des remarques qui pointent des intérêts. Donc là, on reprend les formules telles qu'elles ont été proposées. Très bonne manière d'intégrer tous les élèves allophones. Cela peut être vraiment intéressant de faire une classe inversée en demandant aux élèves de regarder une vidéo chez eux dans la langue qu'ils souhaitent, puis de faire les exercices et activités en cours. On en a parlé ce matin. Autre remarque, cette plateforme est une bonne initiative pour les élèves allophones. Autre remarque très intéressante, enrichissante, c'est un bon outil pour pouvoir venir en aide aux élèves allophones. Il est aussi possible d'intégrer cet outil en classe entière, travail en groupe. Et encore, des ressources intéressantes pour le jour où j'aurai un élève allophone dans ma classe. Ça, c'est un autre cas. Enfin, il faut bien, le prof de maths, en principe, il est vraiment, il a une pluralité, une diversité d'élèves. En France, il est extrêmement courant d'avoir un ou deux élèves allophones dans une classe dite ordinaire, quel que soit le niveau. Et même moi, quand j'étais enseignant, quand j'étais professeur des écoles, j'ai eu régulièrement des élèves allophones. Il a fallu, là, il faut se débrouiller avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire. Et dans ces cas-là, effectivement, on a besoin de ce type d'outils pour essayer de trouver des pistes de remédiation et de répondre à l'injonction qui est qu'on doit enseigner pour tout le monde. Alors, il y a aussi des limites. Bon outil d'introduction et de remédiation, toutefois, il nécessite une vigilance suivant les manières de parler des notions, pas toujours en accord avec les programmes français conseillant parfois une autre approche. Ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie au curricula qui existe, aux préconisations, aux instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas trop précisément comment ça se passe, mais j'imagine bien qu'on ne doit pas être très différent. Et en plus, chez nous, ça change régulièrement, puisqu'on change de ministre tous les 2 ans en moyenne. Vous imaginez que les programmes changent aussi plus ou moins régulièrement avec des appellations, des dénominations qui sont variables et qui font qu'on va changer des tournures, où on va vous dire, ce qui est assez terrible, et moi c'est ce que je regrette vivement, mais c'est qu'à chaque fois on nous dit c'est comme ça et pas autrement, et puis en fait 3 ans après on dit le contraire, ça veut dire qu'à un moment donné, Est-ce que celui-là va marcher? Regarde, celui-là marche. On est sauvés. Merci. Autre remarque, passons. Pratique pour dépanner sur les leçons présentes sur le site. Cependant, beaucoup de lacunes présentes encore sur le site. Oui. Est-ce que les traducteurs m'entendent? Yes. Merci. Thanks. Donc, beaucoup de lacunes présentes sur le site. Alors, c'est sûr que là, il faudra approfondir pour savoir de quoi on parle au niveau des lacunes. Mais il y a des conceptions scientifiques qui peuvent varier aussi d'une langue culturelle à l'autre et d'un système éducatif à un autre, sachant que les programmes ne sont pas du tout les mêmes dans l'ordre non plus. La programmation pédagogique va énormément différer. On peut parler
Et à chaque fois, en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'on va toujours nous dire, mais non, c'est évident, on ne peut pas parler de ça avant de parler de ça. Et en fait, on fait le contraire ailleurs. Donc, les enseignants, quand ils touchent un petit peu à la pédagogie comparée, des fois, ils s'interrogent. Bon, je vais essayer d'avancer parce qu'il y a d'autres choses que je veux aussi évoquer. Je ne sais pas trop combien le temps passe. Quels sont, selon vous, les avantages de Binogi pour les apprenants du français et les autres apprenants, entre parenthèses, dans la classe? Donc, il y a l'interface, sur l'interface vidéo ludique, réglage de la vitesse de la vidéo, possibilité de revoir la vidéo plusieurs fois, sous-titres et quiz intéressants. Tout ça, c'était dit ce matin. Sur le plan des langues, ouverture au monde, basculer entre sa langue et le français, abolir la barrière de la langue, acquérir du vocabulaire scientifique dans d'autres langues, apprendre une nouvelle langue. Moi, je pense tout de suite au Translanguaging de Garcia, par exemple, où justement, on peut peut-être construire une notion dans une langue, enfin, passer par une autre langue pour construire la notion scientifique. En fait. C'est dans ce sens-là que les choses peuvent être pertinentes. Sur le plan de l'apprentissage et des contenus des STEM, vidéo qui renforce le cours, facilitation des apprentissages, aide à la concentration, révision de notions. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la béquille, un peu, dans la suppléance, en fait. C'est un outil qui peut accompagner l'apprentissage, je dirais, ordinaire et normé, quoi. Mais ça peut être un plus qui va peut-être renforcer les compétences des élèves qui vont avoir des fragilités particulières au niveau de leur apprentissage. Alors, pour les exemples, rapidement, un ou deux, hein, mais pouvoir regarder la vidéo autant de fois qu'ils le souhaitent, les cours en vidéo sont plus ludiques, attractifs pour les élèves, etc. etc. Donc, c'est les déclarations des enseignants qui nous informent de tout ça. À propos des avantages de Binogi pour les enseignants, on nous dit que la vidéo est claire et ludique, clé en main, accessible à tous. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi des dispositifs pédagogiques parfois qui demandent une vraie formation un peu complexe, un peu longue, pour prendre en main un outil, un logiciel, une plateforme. Et ça, si, c'est assez rébarbatif pour beaucoup de collègues. Sur le plan des langues, traduction dans des langues inconnues de l'enseignant, et ça, c'est toujours la grande porte des enseignants, mais moi, je ne parle pas toutes les langues. Comment je vais savoir si il comprend bien, il ne comprend pas bien en France, on interdit encore aux enfants, même dans la cour de récréation, à parler l'arabe, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait insulter un prof. Vous voyez, on va suspecter, en fait, on en est encore là. Choix des langues utiles pour les élèves allophones. Et puis, sur le plan des STEAM, différenciation pédagogique, nouvelles méthodes de travail, inclusion des élèves. Alors, moi, je vois ces nouvelles méthodes de travail dont on débat depuis ce matin. C'est à la fois le plus et le moins pour la France. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveau en France, on a un pays réactionnaire. Hein. Donc, dès qu'on change quelque chose, d'abord, ça fait peur, ça nous angoisse. Comment ça, il va falloir que je change mes pratiques, mes habitudes, mon Dieu. Et puis, finalement, c'est à nous aussi d'être assez pédagogues et de prendre le temps et trouver les mots pour essayer de convaincre et de faire avancer un petit peu tout ça pour faire évoluer finalement des représentations. Et le dernier point la dernière question ici par rapport à ce questionnaire, quels sont les inconvénients éventuels pour les apprenants et les enseignants? Alors, il y a des inconvénients et nous, on a voulu aussi les mettre en dialogue avec des solutions. Sinon, ça ne sert à rien de pointer ce qui ne va pas. Donc, des imprécisions didactiques, à ce moment-là, on peut les faire remonter à Binogi. Et puis, on peut améliorer et c'est bien comme ça qu'on peut faire un travail d'amélioration. Certaines vidéos pauvres en contenu, alors on peut proposer d'utiliser la vidéo en complément d'autres choses et de fournir des explications supplémentaires. Différence de notation, on peut le signaler à Binogi, notions abordées différemment selon les langues culture. Peut-être qu'on peut en parler avec les élèves qui, finalement, sont quand même, comme on l'a dit ce matin, c'est toi qui, je ne sais plus si c'était ce matin ou tout à l'heure, mais l'étayage réciproque, en fait. Hein, chaque élève a quelque chose à apprendre aux autres et à apprendre des autres. À partir de là, servons-nous aussi des compétences des élèves pour essayer d'améliorer ce système. Et puis, finalement, les sujets explorés dans Binogi correspondent-ils aux attentes du programme scolaire de votre établissement? On a un oui à 37 et un non à 11, qui nous fait un quart, trois quarts. Pour un dispositif qui n'est pas spécifiquement fait pour le système éducatif français, on a déjà les trois quarts des enseignants qui se disent satisfaits par l'existant. Donc, si on fait en plus un effort d'adaptation, d'amélioration de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'on a vraiment quelque chose de forcément très intéressant. Et l'idée, c'est de continuer
si possible, sous une forme ou sous une autre, à améliorer le dispositif de cette manière-là, au niveau de la diversification pour les enseignants en formation initiale. Donc nous, on a tous les grades, les disciplines, hein, comme tu l'as rappelé, et puis les premiers degrés, le second degré. Hein. Mais il y a un gros travail à faire avec les académies, parce que les académies qui dépendent du ministère directement, si elles soutiennent et ont une politique éducative un peu forte de ce point de vue-là, ça va finir par arriver jusque dans les établissements et dans les classes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Antoinette. Sont bilingues, alors j'espère que ça va faciliter la compréhension. Par contre, il y a beaucoup de mots sur chaque diapo. Alors, si vos yeux ne sont pas très bons, je vous encourage d'ouvrir votre ordinateur et de l'utiliser. Nous sommes une équipe de 3 professeurs très différents l'un de l'autre et la richesse, je crois, de ce travail collaboratif est, en fait, ce sont toutes nos différences. OK. Il y a plusieurs choses où je vais passer très vite parce qu'il y a tellement de similitudes entre nos données et les données qu'on vient d'entendre de la France. Ah. Vous avez déjà entendu beaucoup parler. Okay. C'est bien? Non, c'est pas encore très bien. Maintenant? C'est bon? Je vais faire un essai, c'est bon? OK. Alors, les objectifs qui sont pertinents ici, ce sont les expériences et les points de vue des enseignants en formation initiale. Nous partageons les mêmes questions que l'équipe française. Nous nous sommes posé 3 questions. Comment impliquer les candidats à l'enseignement dans une plateforme d'apprentissage multilingue? Comment travailler avec les enseignants en formation initiale pour rendre les langues plus visibles dans les différentes matières? Et comment les aider à imaginer des moyens d'intégrer les langues multiples dans leurs cours? Ce que nous avons fait est un peu parallèle à ce que vous avez entendu en France, mais nous avons eu l'avantage de travailler auprès de futurs professeurs de différentes matières dans 4 cours différents. Alors, on a collaboré avec différents professeurs, on a créé différents outils, différents documents à partager, différentes expériences à faire vivre. Et nous avons incité ou invité nos futurs enseignants à la réflexion et nous avons également invité les enseignants en formation à développer des activités liées aux outils, tout à fait comme a été fait en France. Et on a essayé de comprendre leur vécu en leur demandant leur niveau de confiance avec ce nouvel outil.
On a utilisé le cadre TPAC, qui est un cadre de connaissances en matière technologie, pédagogie et contenu. Vous pouvez voir que dans le diagramme Venn, au centre est l'endroit magique où les trois sortes de connaissances se rencontrent. Et ce que nous savons, c'est que pour être efficace et être confortable et en confiance avec un outil comme Binogi, il faut posséder toutes les trois sortes de connaissances. Alors, on a utilisé le TPAC comme lentille conceptuelle et notre travail avec les futurs enseignants a touché et intègre la technologie, la pédagogie et le contenu à enseigner. Vous avez déjà vu plusieurs représentations des vidéos. La version utilisée par les francophones était avec la possibilité de sous-titres en français, de quiz aussi en français. Et on peut voir ici la magie de Binogi avec toutes les différentes langues et la possibilité de regarder le même quiz dans une langue à un moment et en cliquant, tout de suite, on peut le voir dans une autre langue. Au fur et à mesure qu'on a travaillé avec nos étudiants, ici à l'Université de Toronto, on a développé ce beau site du projet Enscape. Alors, depuis 2 ans, nous avons pu intégrer ces belles ressources dans nos cours. Et vous pouvez voir la richesse de ce site qui inclut beaucoup de ressources à l'appui de l'utilisation de Binogi en salle de classe et aussi à l'extérieur de la salle de classe. Notre contexte est assez particulier. À l'Université de Toronto, nous avons le programme, le Master de l'enseignement ou le Master of Teaching. Et il y a plus de 800 étudiants inscrits dans ce programme et pour une grande partie des travaux, nos étudiants étaient entièrement en ligne. Alors, du mois de mars 2020 au mois de juillet 2022, les étudiants n'ont jamais mis pied ici dans la bâtisse. Alors, c'était très particulier. C'est seulement depuis le mois de septembre que nous avons repris les cours en présentiel. Ce programme est très différent de la France, en ce sens que, oui, les étudiants qui étudient chez nous sont en compétition pour venir suivre 18 cours pendant 20 mois consécutifs avec 4 mois de pratique ou 4 mois de stage et des travaux de recherche sur les 2 ans. Alors, les étudiants sont de futurs profs de l'élémentaire et du secondaire et sont spécialistes au secondaire dans toutes les différentes matières. Les 4 cours où on a davantage travaillé incluent 2 cours obligatoires suivis par tous les enseignants en formation initiale ou tous les futurs enseignants. Un cours s'appelle « Intégrer la technologie dans l'éducation » et l'autre « Soutenir les apprenants multilingues ». Et les 2 cours de méthode d'enseignement suivis uniquement par les futurs profs qui se préparent à enseigner ces matières incluent l'enseignement des méthodes d'enseignement des mathématiques et méthodes d'enseignement du français. Alors, vous allez voir, j'ai utilisé une couleur différente pour vous aider à rester concentré.
Le rouge est pour le cours Intégrer la technologie dans l'éducation. Oui, Dania, oui. Alors, si vous avez des questions, elle est là. Il y avait, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de professeurs différents qui enseignent ce cours, c'est Dania, notre collaboratrice, qui a fait mise à l'essai différentes approches pour présenter la plateforme Binogi. Elle a travaillé avec 8 groupes d'environ 30 enseignants en formation initiale. Et la façon qu'elle a présenté la plateforme a évolué beaucoup depuis 2019. Vous pouvez voir que en 2019, elle a invité une conférencière avec des activités de suivi. On peut voir les diapos exemplaires. L'année suivante, elle a fait une exploration plus approfondie de la plateforme avec des activités en classe et une réflexion avec une étude de cas. Mais il y avait d'autres membres de l'équipe aussi qui sont passés dans sa classe, alors je ne suis pas entièrement certaine. La conférencière invitée. Depuis 2021, elle réserve 2 périodes du cours à la plateforme multilingue avec un accent sur la façon d'intégrer l'utilisation de Binogi dans les leçons pour les étudiants, la présentation de ressources supplémentaires du projet ESCAPE et elle offre la possibilité de se concentrer sur l'utilisation de Binogi dans un seul devoir. On peut voir quelques exemples de travaux soumis par des enseignants en formation. Leurs plans de cours et leurs activités intègrent l'utilisation de Binogi et d'autres outils technologiques pour soutenir les apprenants multilingues. C'est écrit très petit, alors je vais lire une sélection pour vous, mais on a posé plusieurs questions, en fait des questions parallèles à l'équipe de la France, à savoir comment ils ont vécu ces différentes expériences avec la plateforme. Alors, après avoir fait cela, ça veut dire leurs expériences, je suis définitivement un fan de Binogi et j'espère qu'il y aura d'autres langues à l'avenir. Dans une salle de classe, je le proposerai certainement à tous les élèves qui ont des difficultés avec la langue d'enseignement. Il se peut même que je fasse cette expérience avec l'ensemble de la classe car je pense que c'est un excellent moyen d'encourager l'empathie et l'équité dans la salle de classe. En permettant à tous les élèves de ressentir l'inconfort et les difficultés de certains de leurs camarades, j'espère qu'une meilleure compréhension et une meilleure acceptation s'en suivront. Alors, les différentes perspectives sont parallèles. La plupart des étudiants ont réfléchi assez profondément et en sont arrivés à des conclusions positives. Maintenant, avez-vous noté une nouvelle couleur? Parce que nous parlons maintenant du second cours obligatoire. Ce que ça veut dire quand je parle d'un cours obligatoire, c'est un cours où il y a des futurs enseignants qui proviennent qui sont futurs profs à l'élémentaire ou secondaire ou qui sont potentiellement spécialistes en biologie ou en français ou en histoire. Ils sont tous là dans ces cours obligatoires. Alors, nous avons typiquement, par exemple, dans ce cours, en septembre, on a 16 groupes de 30 étudiants qui vont faire le cours qui s'appelle le soutien aux apprenants multilingues.
Dania et quelques autres professeurs ont utilisé Binogi, mais c'est surtout Dania qui a fait cette expérimentation. Elle a travaillé en fait avec 10 groupes d'enseignants en formation avec une moyenne d'une trentaine d'étudiants. Et encore là, la manière qu'elle a intégré l'outil a évolué à chaque année avec une exploration plus approfondie à chaque année. On peut voir ici que en 2020, les classes ont été déplacées en ligne et Dania a développé un guide pour les enseignants intéressés par l'intégration de la plateforme multilingue. Alors, ça voulait dire que les autres collègues, les autres professeurs qui voulaient expérimenter avec les outils, proposer les documents, pouvaient le faire. Et puis, différentes activités utilisées pour l'utilisation de la plateforme et de la réflexion sont incluses dans le document ou le guide. Alors, ce qui a changé l'année suivante, c'est que les profs ont donné davantage d'exemples de l'intégration de Binogi dans les cours pour les différentes matières. En plus, il y a eu l'utilisation de ressources supplémentaires pour soutenir l'utilisation de la plateforme multilingue. Les élèves, encore ici, ont pu opter pour l'utilisation de Binogi dans le cadre de leur travail final, où ils ont développé une unité et des plans de cours en tenant compte des apprenants multilingues. Alors, il y a beaucoup de parallèles avec ce qui a été décrit pour la journée super intensive pour les futurs profs de mathématiques. Mais chez nous, ce sont des futurs profs de toutes les matières. C'est la grande différence. Finalement, je vais simplement lire une perspective. Pour intégrer Binogi à la fois dans la classe et au-delà, on pourrait utiliser les sites Binogi et Escape comme une ressource de soutien supplémentaire, par exemple pour les élèves absents, en fournissant des liens pour les devoirs. Mais il peut également être utilisé pendant les cours pour fournir un soutien visuel supplémentaire lors de l'enseignement de divers concepts aux élèves. Si les apprenants multilingues ont besoin d'aide visuelle et sonore, je pense que Binogi serait une excellente ressource à leur fournir, soit avant le cours, soit après, pour un apprentissage supplémentaire afin de clarifier et de réapprendre une variété de concepts. Alors, beaucoup de correspondance avec la rétroaction des élèves en France. Ce qu'il y a d'assez spécial, c'est que Dania, qui enseignait et le cours, et le premier cours obligatoire et le second cours obligatoire, a pu intégrer le travail d'un cours à l'autre et permettre aux étudiants un chevauchement qui, je pense, a bien bénéficié aux élèves. Alors, je crois, Antoinette, que tu voulais que je parle des interventions que nous avons faites dans les cours pour les candidats à la maîtrise de l'enseignement, en particulier du français langue seconde et français d'immersion. Donc, effectivement, je suis intervenue tous les ans dans ce cours pour présenter Binogi, mais nous l'avons fait en fait 3 années de suite en ayant 2 séquences un petit peu similaire à ce qu'a fait Nathalie finalement, une séquence sur l'école amie des langues et l'autre séquence sur Binogi. Donc Binogi étant présenté comme finalement un soutien lorsqu'on entre dans une pédagogie amie des langues, une pédagogie voilà, avec ton modèle de diamant qui est absolument magnifique et génial. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a procédé. Une introduction avec l'école amie des langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau institutionnel? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'équipe? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la rencontre et de l'échange? J'aime beaucoup cette idée quand tu parles de tutorat mutuel qui, nous, on emploie plutôt le terme de réciprocité.
comment introduire la réciprocité et que nous ayons des enseignements qui soient moins unidirectionnels. Voilà. Donc, je pense que c'est une notion qu'il faut qu'on creuse ensemble. Alors là encore, on a repris, on n'a pas beaucoup de temps, hein, c'est 2 fois 1 heure avec ces étudiants, donc ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il est important que vous compreniez que les enseignants qui vont enseigner en français dans les classes vont enseigner par exemple les sciences, etc. Mais ils n'ont jamais été, si je ne me trompe pas, Antoinette, hein, jamais eu des cours pour savoir comment enseigner spécifiquement les sciences en français. Ce cours-là, ils l'ont en anglais. Donc, il y a une insécurité linguistique du côté des profs déjà, des côtés des futurs enseignants. Et quand je viens dans ces cours et que moi, je leur parle en français et que je leur donne le cours en français, déjà, j'en impose parce que je les mets en danger. Hein, ils vont devoir me répondre en français, etc. Ce n'est pas évident. Donc, ce sont des profs, des enseignants ou des futurs enseignants qui souvent, à qui souvent ce genre de proposition fait un peu peur parce qu'elle oblige à sortir de sa zone de confort. Et vous voyez que ces profs-là n'en ont déjà pas beaucoup de confort. Ils doivent s'exprimer dans une langue qui leur fait un peu peur, même s'ils deviennent enseignants dans cette langue. Donc, on leur demande de sortir encore plus du peu de confort qu'ils ont accumulé au cours des années. Donc, voilà, on représente un petit peu un danger. Donc, toute l'idée, c'est de les faire entrer justement dans cette décentration dont parlait Nathalie. Alors, avec un petit questionnaire en ligne, vous voyez, alors on les fait entrer dans Binogi par étapes, etc., de manière individuelle et en même temps en groupe. Individuel parce que c'est dans un document Google Doc et ils répondent eux-mêmes d'abord pour eux-mêmes et ensuite, ils savent que nous, on va le lire, mais c'est vraiment pour eux-mêmes. Et ensuite, ils peuvent le partager avec le groupe s'ils le veulent. Donc, nous, on a vraiment conscience du fait que finalement, en introduisant des ressources innovantes, on les met aussi un petit peu en danger. Donc, on essaye de les protéger un peu. Voilà, en gardant ce côté un peu secret. Et puis, vous pouvez partager ce que vous voulez. Donc, on leur demande de… Alors, bien sûr, on les fait regarder une vidéo dans une autre langue et ils se sentent complètement déstabilisés, tous. Et puis ensuite, ils essayent de repérer aussi ce sur quoi ils se sont appuyés pour comprendre le contenu. Alors, ça peut être les images, parfois c'est j'ai rien compris, parfois c'est la proximité des langues, parfois c'est la reconnaissance d'un certain concept. Et puis, ensuite, on leur demande d'écouter dans leur langue à eux. Et tout d'un coup, ils disent ah, pour moi, ça a été extraordinaire. Donc, voilà. Voilà donc ce qu'ils nous répondent ensuite. Alors, juste quelques exemples parce que c'est écrit. Puis, comme Jérémy nous l'a dit ce matin, on passe notre temps à dire à nos étudiants qu'il ne faut pas faire ce qu'on va faire maintenant, mais je vais vous lire. Un étudiant qui dit cela pourrait présenter une opportunité pour les étudiants d'utiliser leur première langue autre que le français ou l'anglais et de développer une compétence métalinguistique. Vous voyez, métalinguistique, penser les langues. Quelle langue je vais utiliser, pourquoi serait une bonne façon de permettre aux élèves de mélanger leurs connaissances, par exemple les sous-titres en langue maternelle, la voix en français. De plus, c'est un outil pratique pour les devoirs. Vous voyez cette idée de mélange. C'est amusant et là, je pense exprimer de manière positive. Pour enseigner les leçons, consolider les concepts déjà enseignés. Et donc, cette idée de consolidation aussi très, très forte. Ce qu'on voit, par exemple, dans Binogi, quand les enseignants, une des tendances qu'ont les enseignants, c'est qu'ils font regarder la vidéo et ensuite, tout de suite après, faire les quiz. Sans réaliser qu'en fait, la vidéo a introduit de nouveaux concepts qui ne sont pas du tout encore assez présents pour que l'élève puisse déjà répondre à des quiz. Donc, on essaye de leur faire prendre conscience de ça pour qu'ils puissent faire étayer cette connaissance pour leur permettre d'arriver plus confiants au quiz. Parce que de passer au quiz directement peut mettre l'élève très fort en danger, en fait. Voilà. C'est plus à moi. Ok, ok. M'entendez-vous? Allô, allô, m'entendez-vous? Oui, ok. Alors, je vous partage quelques réflexions sur mon cours de
méthode d'enseignement en mathématiques, mais avant ça, je vous demande d'être patient avec moi parce que mon français n'est pas très rapide par rapport aux autres collègues. Le français n'était pas ma première ni ma deuxième langue. C'est en fait la quatrième langue que j'ai appris. Et j'ai une expérience un peu frustrante avec le français parce que j'ai appris, parce que je devais apprendre le français à cause de mes études de doctorat. OK. OK, exactement. Au Québec, yes. OK. Juste un petit contexte sur le cours où j'enseigne de méthode d'enseignement en mathématiques. Ce cours, c'est le seul cours spécialiste en mathématiques pour les enseignants qui veulent devenir enseignants de mathématiques au secondaire ici à notre institut. Donc, toutes les questions qui appartiennent aux mathématiques sur l'enseignement des mathématiques sont discutées dans cette cours. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est un cours qui ramasse beaucoup de contenu. Donc, l'aspect de soutien des enseignants, des élèves multilingues, c'est juste une chose par rapport à tous les autres aspects. J'ai décidé d'intégrer la pédagogie multilingue parce que il y avait deux choses que j'ai notées dans notre programme. La première, c'est que mes enseignants, mes étudiants m'avaient dit que dans les autres cours qui sont plus généraux, qui rapprochent le contenu général d'enseignement, ne sont pas spécifiques aux mathématiques. Donc, pour eux, c'était difficile de voir comment soutenir les élèves multilingues s'applique dans les mathématiques. Donc, faire cette connexion, faire le pont entre le cours général et les mathématiques, c'était une chose qui, à mon avis, était importante. La deuxième motivation pour participer à ce projet, c'était une motivation plus épistémologique parce qu'à cause de mon expérience avec d'autres langues et avec les mathématiques, j'ai noté que dans chaque culture, les mathématiques sont exprimées et produites de façon différente. Donc, je vous donne un petit exemple. En algèbre, avec les équations linéaires, les fonctions linéaires, il y a un concept qui, en français, on va dire pente, mais la pente, mais enfin, en anglais, on va dire slope, et en portugais, on va dire coefficiente angular. Chacun de cette traduction de vocabulaire mathématique montre une connexion différente entre les mathématiques et différents concepts particuliers. Par exemple, en portugais, la connexion, c'est avec la trigonométrie, tandis qu'en anglais et en français, la connexion, c'est avec le taux d'échange dans l'algèbre. Donc, à mon avis, il y a un bénéfice de faire les mathématiques de façon multilingue à cause des mathématiques, pas nécessairement juste pour intégrer ou inclure les élèves, mais le bénéfice mathématique est là aussi. Donc, c'est cette motivation qui m'a attiré à participer avec Emmanuel et Antoinette. Donc, pour le cours des méthodes en enseignement des mathématiques, le cours est suivi uniquement par les enseignants en formation qui préparent pour l'enseignement secondaire et intermédiaire. On avait eu en 2022 28 enseignements en formation. La plupart des étudiants dans mon cours n'ont pas un diplôme ou n'ont pas une formation en mathématiques pure. La plupart de ces étudiants viennent de carrières STEAM, par exemple la physique ou la chimie ou l'ingénierie. Ils ont beaucoup de cours de mathématiques à l'université, mais ils n'ont pas suivi un programme complet en mathématiques. Donc, à mon avis, comme un didacticien de mathématiques, ces étudiants ont déjà des défis à suivre pour devenir enseignants de mathématiques parce que leur formation
est un peu, pas nécessairement faillible, mais n'est pas complète par rapport aux mathématiques, la discipline mathématique, les sciences mathématiques. Comme, je ne sais pas si Antoine avait mentionné, mais les enseignants au secondaire ici à notre institut, ils choisissent deux matières, deux disciplines différentes pour devenir spécialistes. Donc, ce n'est pas un cas où, comme la France, où les enseignants de mathématiques sont vraiment approfondis sur leur discipline. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand je vais partager avec vous le résultat de notre expérimentation, notre intervention, ça va montrer que les enseignants ont un rapport avec la pédagogie plus fort que par rapport à la didactique de mathématiques. Donc, c'est une chose qui, à mon avis, est un défi ici à notre institut, à notre programme, mais on doit chercher des solutions. Et vous allez voir une des solutions plus tard. OK, donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans mon cours? J'ai invité Emmanuel et Dania à être des conférencières. C'est quoi? OK. Conférencières dans mon cours pour montrer Binogi, mais aussi pour faire aux étudiants penser aux mathématiques de façon différente. Comment différentes cultures, comment différentes langues font des mathématiques de façon unique. Donc, on avait fait une session uniquement, une session de 3 heures de cours. Donc, les étudiants, on leur avait demandé de voir une vidéo Binogi, et après ça, on leur a montré différents problèmes mathématiques, différentes activités mathématiques qui ramassaient différentes langues, particulièrement l'arabe, avec différents niveaux d'introduction de l'arabe par rapport à l'anglais. Qu'est-ce qu'on a trouvé après ça avec la discussion avec les étudiants? La première chose, c'est que il y avait un défi, pas nécessairement un défi, mais les étudiants avaient démontré une empathie avec les apprenants de l'anglais. Beaucoup de mes étudiants ne parlent que l'anglais, ou même les étudiants qui sont multilingues, ils n'ont pas appris les mathématiques dans leur langue maternelle. Donc, pour eux, les mathématiques, c'était juste en anglais, c'était une langue universelle, c'était une langue qui n'a aucune chose avec la langue qu'on utilise dans la vie quotidienne. Donc, mes étudiants ont peut-être démontré ou développé une empathie avec les élèves qui sont multilingues. Je comprends, par exemple, je comprends le concept dont il est la question. Je pense que je peux mieux comprendre ce qui ressentent les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Donc, à mon avis, ce type de résultat montre une chose positive qui est l'empathie, mais il montre aussi que pour ces étudiants, Binogi est encore un outil remédial, un outil pour les élèves qui ont le besoin, qui ont le défi d'apprendre l'anglais. L'aspect épistémologique ou le bénéfice mathématique n'était pas là encore avec ces étudiants. Il y avait un gros accent sur la langue dans la discussion, dans les résultats de notre expérimentation. Donc, l'aspect mathématique n'était pas là encore. C'est pour ça qu'on doit encore travailler pour trouver des solutions pour montrer l'aspect épistémologique de Binogi qui, à mon avis, est fort. Le seul commentaire qu'on avait reçu de mes étudiants en faisant une connexion avec les mathématiques, c'était en bas, les indices de réflexion mathématique, où l'étudiant avait dit que non seulement la vidéo est utile aux apprenants multilingues, mais elle aide aussi les élèves à visualiser le concept mathématique et à comprendre l'insensible, pourquoi ceci, pourquoi c'est ça, ou d'où vient ce concept. Donc,
pour ce type, pour cet étudiant ici, Binogi est inutile, est un utile pour tous les élèves, pas nécessairement juste aux élèves apprenant de l'anglais. C'est ça. Je vous donnerai une activité après la présentation. Expliquer que nous avons tous partagé les mêmes questions de réflexion. Alors, les diapos qui suivent sont un résumé, mais pas très bien présenté ni analysé à ce moment. Mais les questions ici, ce sont les questions qui ont été les questions en commun pour chacun des étudiants dans les 4 cours. Et Emmanuel va en parler un petit peu. Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure de cette expérience de décentration. Alors, vous voyez tout de suite ce que les étudiants disent quand ils viennent de regarder la vidéo dans une autre langue. Comment vous vous êtes sentis? Ils répondent perdus, désorientés. Ça m'a ouvert les yeux, un peu submergé. Je dépendais des images pour comprendre. Donc, tout d'un coup, les étudiants sont mis dans une situation où, en fonction de leur caractère, et de leur intelligence, ils vont repérer l'un ou l'autre, soit être envahis par leurs émotions, soit repérer des éléments qui les ont quand même aidés à avancer. Même avec mes connaissances préalables, je me suis sentie confuse, dépassée. Une expérience de visionnage basée uniquement sur la parole m'a certainement un peu désorientée. Alors, un qui dit, je me suis sentie étouffée. Je n'ai pas voulu continuer à regarder la vidéo. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Si un étudiant de l'université, futur enseignant, dit, j'ai arrêté de regarder tellement c'était pénible, mais pensez à nos élèves dans les classes. Pourquoi s'endorment-ils? Moi, je me souviens d'une de mes premières recherches aux Pays-Bas où je travaillais avec une psychologue et elle avait dit, mais j'ai jamais vu des rapports comme ça. Les étudiants disaient que 90% de leurs élèves rêvaient, étaient fatigués, etc. Mais voilà la réponse, voilà pourquoi. Quand on comprend rien, c'est vraiment fatigant. Comment vont les anglophones d'ailleurs parmi nous? J'ai vu quelques rêveurs. Donc voilà. Ensuite, on a posé la question de savoir comment est-ce que les éléments visuels, donc on les a orientés un peu vers l'une ou l'autre stratégie, la combinaison de texte et de visuels, les cartes du monde, les consonances, les mots similaires dans les différentes langues, comment chacun s'est adapté en fonction de son répertoire plurilingue. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur demandait de regarder dans leur langue. Et là, tout d'un coup, la réflexion est arrivée. L'important de trouver des ressources pour l'éducation dans leur langue maternelle. Cela peut réduire la confusion ou l'anxiété qu'un élève peut ressentir à l'idée d'apprendre un nouveau sujet. Voilà, je passe très vite parce que c'est très riche, comme l'a dit Antoinette. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos étudiants décrivent tous cette expérience comme une expérience qui leur a ouvert les yeux. Alors après, on n'a aucune idée dans quelle mesure est-ce que ce qu'on a fait perdure, va au-delà de l'heure ou du cours dans lesquels ils ont été enseignés. Et donc maintenant, il nous reste à voir comment, après cet enseignement, est-ce que vraiment ils vont pouvoir l'implanter dans les classes. Alors, pour en revenir à notre cadre conceptuel TPAC, on a choisi de se concentrer sur 5 futurs enseignants et puis de vous montrer dans le modèle en utilisant une représentation visuelle que chaque étudiant vraiment a différentes forces, différentes faiblesses. Et quand il vient à l'implantation ou l'utilisation de Binogi, chaque personne est différente. Alors, on a découvert dans nos groupes
que certains de nos futurs enseignants se sentaient en grand confort avec la technologie. Alors, l'aspect technologie ne leur faisait pas peur, ça allait bien. Mais pas tout le monde est comme ça. La pédagogie, c'est un élément fort dans notre programme parce qu'il y a 18 cours et beaucoup de cours ont un élément de pédagogie, mais encore là, la pédagogie n'est pas nécessairement la force de chacun. Pour certains, ils se sentent vraiment plus en confort avec leur connaissance de la matière. Alors, on regarde le modèle et puis il semble très beau, ce diagramme de Venn avec le petit cœur au centre qui nous permet de faire une belle utilisation fructueuse de la plateforme. Mais quand on commence à regarder de plus près chaque futur enseignant, on voit que leurs capacités diffèrent, leurs préférences diffèrent aussi. Durant plusieurs années déjà, nous nous posons une question qui est persistante. Et cette question, c'est est-ce qu'on devrait avoir un cours autonome qui se concentre là-dessus? Est-ce qu'on devrait avoir des ateliers facultatifs? On a essayé ça aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Ou est-ce qu'on devrait faire une intégration partout dans le programme de formation? Alors, on a tous des opinions, on a tous vécu des choses différentes, mais ce qui est clair, c'est, je crois, qu'il nous faut un peu de tout. Et quel que soit le format adopté, il faut mettre l'accent sur une pédagogie amie des langues. On a parlé de ce concept beaucoup aujourd'hui. Et puis, je crois que si nous revisitons ce modèle, on doit vraiment ajouter un élément, peut-être une lentille qui est superimposée partout dans chacun des cours, qui est une pédagogie amie des langues. Et puis, plutôt qu'un beau diamant que nous propose notre collègue Nathalie, nous avons un petit cercle, mais c'est très bon de découvrir. Moi, je n'avais pas vu toutes les belles diapos présentées par notre collègue. Et puis, j'ai tiré de Teaching Multilingual Students et aussi du site Language Friendly Schools pour montrer le modèle que depuis bien des années, Jim nous encourage à considérer. Alors, il y a un élément manquant qui est vraiment important, qui fait que c'est incomplet, et c'est l'élément 7 du diamant, qui est que nous devons parler à la communauté, les futurs enseignants, les enseignants dans les différents milieux. Tout le monde doit venir à bord. Alors, on doit soutenir la compréhension et la production de la langue. On doit renforcer le langage académique dans le programme scolaire. On doit engager les répertoires multilingues, renforcer l'engagement dans la littératie, se connecter à la vie des élèves, affirmer les identités. Vous voyez beaucoup de parallèles. Et puis, on ne sait pas parler. On devrait se parler plus souvent. Alors, il y a de nombreuses implications, mais on va passer à une activité que tu vas diriger. Alors, on a présenté tous les résultats de recherche aujourd'hui. On a parlé beaucoup en vous donnant les idées provenant de nos résultats, mais c'est le moment de vous participer à la recherche, n'est-ce pas? Je pense que vous avez beaucoup d'idées à nous donner, à contribuer à nos réflexions. À cause du temps, je sais que c'est le temps pour la discussion modérée.
Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer le pourquoi, la motivation de vous donner ces papiers avec les scénarios. Donc, ce que nous avons noté pendant la recherche, c'est que il y a beaucoup de différentes dimensions sur le soutien des élèves multilingues dans les sciences, les mathématiques, les STEAM. Mais parmi nos étudiants, les enseignants en formation, chaque groupe des enseignants ont des défis différents. Parfois, les défis sont envers la technologie, parfois l'enseignement de langue, l'anglais ou le français, ou parfois le défi, c'est l'enseignement des mathématiques et sciences, le contenu. Donc, en se préparant pour cette conférence, on avait décidé de créer une activité pour nos enseignants dans le cours de formation initiale pour qu'ils démontrent leur capacité de trouver des solutions à chaque défi. Parfois, les défis sont en surface, donc ce sont des défis pragmatiques, juste techniques, ou parfois les défis sont plus approfondis, plus challenging, défisants. Donc, chaque défi, je vous donne quelques moments pour nous donner des commentaires sur chaque scénario. Les scénarios sont sur la technologie ou sur le soutien pour les élèves multilingues ou pour les mathématiques ou finalement pour l'enseignement du français comme langue seconde. Donc, durant la discussion modérée, vous pouvez nous donner vos idées, mais après la conférence aujourd'hui, je vais ramasser les papiers pour qu'on puisse améliorer l'activité. OK? Merci. Pour nos collègues en ligne, j'ai inclus un lien dans le chat. Cliquez sur le lien et vous arriverez au document et vous pouvez inclure vos idées en anglais ou en français. Je vois déjà quelques personnes qui se sont rendues. Vous pouvez choisir le scénario qui vous intéresse. Donc, un moment. Vous pouvez commenter sur le scénario par lui-même ou vous pouvez nous donner qu'est-ce que vous ferez dans ce scénario. Tous les scénarios proviennent de données qu'on avait collectées, recueillies sur la recherche. Donc, quelques commentaires, ça sera intéressant. Merci. Faites pas vos devoirs. Vous ne... Oh, oui, oui. Mais vous ne pouvez pas quitter la salle sans nous donner la feuille. Compris?